Voici le palais des princes-évêques. De nos jours, ce gros bâtiment gris, fierté des Liégeois qui généralement ne savent pas qu'on peut y entrer, abrite des cours de justice et le gouvernement provincial, d'où l'apparente timidité des passants. Il est exact que seule la première cour, la cour d'honneur, est accessible au public. Néanmoins, on y croise peu de monde. Le Téméraire avait pillé un palais épiscopal déjà délabré, qui finit dans les flammes en 1505 à la suite d'un incendie accidentel. En 1526, Érard, que voici, confiait la reconstruction d'un édifice plus splendide à un architecte de Tongres, Arnold van Mulken. Ni l'un ni l'autre ne virent l'achèvement des travaux, car le chantier s'étala sur tout le XVIe siècle. Toutefois, le bâtiment principal fut livré en 1534. Son plan général, soufflé au maître d'œuvre par le prince lui-même, aurait été largement inspiré. Eh oui, Leonardo da Vinci. On ne s'y attendait pas, mais c'est pourtant vrai. Le grand maître de la Renaissance a inspiré notre palais. Notre palais est aujourd'hui un bâtiment inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'avis général, il est un chef-d'œuvre européen de l'architecture civile de la Renaissance. C'est un bâtiment important, d'accord, mais tu trouves ça beau, toi? Une certaine majesté émane de lui. Ce doit être à cause de ces pierres sombres qu'on a partout dans le pays. Il renvoie aussi au souvenir du prince souverain qui y résidait. Un prince pas toujours bienveillant. Un bâtiment à ce point lié au passé épiscopal que lorsque Liège perdit son indépendance politique en 1795, il fut même question de le démolir. Capitale d'un État depuis Notger, Liège avait cependant connu plusieurs versions du palais. Le dernier, finalement bâti sur l'emplacement actuel, à l'intérieur des murs d'enceinte, au croisement des routes qui menaient vers la cité, là où la Légia constituait un monticule dans sa course vers la Meuse. C'est avant tout un lieu facile à défendre, dominant la vallée. Une première version du palais sur cet emplacement fut détruite par l'incendie qui ravagea la cathédrale Saint-Lambert en 1185. Reconstruit rapidement, un nouveau palais fut achevé à temps pour être pillé par les soulards du duc de Brabant. Par la suite, l'édifice fut plusieurs fois défiguré par les saccages, car sa fonction l'exposait plus que d'autres aux infortunes du pouvoir. Curieusement, les soldats du Téméraire l'épargnèrent en 1468, mais il se trouvait alors dans un état si pitoyable que le prince-évêque lui-même n'osait plus y résider. Cette bâtisse abandonnée s'écroula finalement en 1505 dans un incendie démarré dans les écuries, véritable coup de grâce. 1505 fut aussi l'année de la consécration d'Érard de la Marck, notre fulgurant condottière, qui, on l'imagine, ne pouvait tolérer qu'une ruine si symbolique trône au centre de Liège, alors en pleine reconstruction. Notre Marca en fit une demeure somptueuse, tout à fait dans la tradition des grands potentats de cette renaissance bâtisseuse, au cœur d'une ville qui se reconstituait à grande vitesse après les malheurs de sa destruction. Les administrations principautaires y furent installées, en cela y compris une prison, celle de l'official, la justice du prince-évêque. Érard installa également dans ce palais ses appartements privés et ses écuries. Le palais que nous voyons aujourd'hui est fort différent de celui d'Érard. Mais ce palais originel, nous pouvons l'apercevoir ici, peu après son achèvement, sur une gravure de Frédéric de Witt réalisée en 1649. Il n'y a plus de tour aujourd'hui, et la façade donnant sur la place a été transformée. Oui.
Ce que nous pouvons voir ici, détail amusant, c'est une version Renaissance du perron. Peu après qu'il ait été remis sur la place du marché en 1478. 78, je suis trompé. Il faut aller au Grand Cursus pour y découvrir certains éléments du palais de la Renaissance, comme cette porte sculptée en 6 panneaux de chêne. Il reste tout de même les 3 corps principaux du palais d'Érard, chacun conçu autour d'une cour intérieure. La première de ces cours, dans laquelle on arrive en franchissant le porche de la place Saint-Lambert, est telle qu'Érard l'a connue. C'est une cour entourée d'un portique de 4 galeries, péristyle constitué d'une succession de 60 colonnes en candélabres. L'ensemble a été restauré jusqu'en 1976. Cette cour, dite cour d'honneur, abrita longtemps une succession serrée de boutiques que côtoyait une foule bigarrée et bruyante. Vendeurs de légumes, fleuristes, couteliers, marchands de dinanderie. Les visages qu'on aperçoit partout sont typiques de la Renaissance, même si certains spécialistes renvoient ces masques difformes, ces visages grimaçants, à une nef des fous qui elle-même honore l'ouvrage d'Érasme, ami du prince. On trouve aussi, surgissant des colonnes, des figures de pierre menaçantes, inspirées des costumes d'Indiens, ramenés des Amériques nouvellement découvertes et qu'Érard de la Marck avait pu apercevoir chez Marguerite d'Autriche. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres cours intérieures. Eh oui, et la deuxième, comme tu vois, est beaucoup plus petite, avec un bassin en son centre. Cela dit, elle n'est pas accessible en dehors des visites. Et la troisième, je l'ai appris, n'existe plus. Elle s'étirait en jardin jusqu'à l'actuelle église Saint-André. Oui, c'est l'ancien verger du prince qui fournissait des fruits à sa majesté. Tu as fait des recherches? Non, j'ai sucé de mon pouce. Oh! Malheureusement, dans la suite des temps, les vicissitudes ne manquèrent pas pour ce grand édifice, qui faisait l'admiration des voyageurs des temps modernes. Ainsi, les querelles civiles le ravagèrent au temps des Grignoux et des Chirous.
Plus tard, certaines parties du palais furent louées à des particuliers comme les caves. En 1685, par exemple, la confrérie des drapiers de Verviers installa une halle dans l'élément qui fait face à l'actuel espace Tivoli. En 1734, un important incendie, encore un, détruisit à nouveau une importante partie du bâtiment. Ce qui explique que le fronton de la façade d'entrée porte mention d'une restauration. En latin, on peut lire en effet « Moi, Georges-Louis de Bergue, prince-évêque de Liège, j'ai restauré le palais détruit en partie par un incendie, et cela grâce à la générosité des États, du clergé et des habitants. » Au lendemain de cette ultime catastrophe, on voulut raser ce qui restait du bâtiment, mais le prince, un peu grippe-sous, s'y opposa, et son avarice sauva les ruines du palais. Cette restauration fut l'œuvre de Jean-André Anessens, ingénieur de Bruxelles et artiste de premier plan à cette époque. Sache que le bâtiment fut par la suite constamment réaménagé, décoré, embelli. Et meublé d'objets précieux. Le palais demeura jusqu'à la Révolution le centre politique de l'État liégeois. L'écrin d'une cour comparable à celle des autres royaumes européens d'alors. Copieur. Si, à l'arrivée, le palais reste un fourre-tout de style, plan de la Renaissance italienne, décoration gothique, elle suit des façades classiques du XVIIIe siècle, elle néo-gothique, la patine des siècles lui a conféré pour finir un air de majesté indéniable. La destruction regrettable de la cathédrale et des immeubles de la place Saint-Lambert permet aujourd'hui de l'admirer dans une perspective totalement dégagée, faible consolation.